Bon, je vous propose de commencer. Donc, chers amis, bonne soirée à tous et nous sommes très heureux de vous retrouver. Donc, il y a un an déjà, Xavier Le Person nous avait enchantés en nous parlant de Mazarin, le stratège de la France, et nous avions promis de le retrouver cette année à l'occasion de son nouvel ouvrage sur le Grand Condé, un prince qui nous est cher à Chantilly. Donc Xavier Le Person, donc, vous enseignez l'histoire à Sorbonne Université, vous êtes membre du Centre Mounier, vous êtes l'auteur de Practique et Practiqueur, la vie politique à la fin du règne de Henri III et de plusieurs éditions critiques de manuscrits. Vous êtes intervenu à Secret d'Histoire en 2022, puis sur les ondes, je crois que c'est à Europe numéro 1, à la demande de Stéphane Bern, pour parler de la véritable histoire de l'exil du prince de Condé. Car en septembre 2023 est publié votre nouveau livre, donc Le Grand Condé, un exil pour l'honneur. Donc, mais au fait, qui était vraiment Louis II de Bourbon-Condé? Pourquoi s'est-il volontairement exilé pendant 7 ans? Et pourquoi a-t-il été déchu de ses titres, lui qui était homme de guerre, cousin de Louis XIV, prince du sang, grand rival de Mazarin, lui dont la réputation et le prestige dépassèrent les frontières du XVIIe siècle? Merci Xavier Le Person de nous éclairer et de nous replonger dans la vie politique de cette période troublée de la Fronde. Après la conférence et la séance de questions-réponses, nous aurons la possibilité de nous procurer donc, son livre et de le lui faire dédicacer si vous souhaitez. Donc maintenant, je laisse la parole à notre conférencier. Je vous rends le micro. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt. Je vous remercie d'être présents pour assister à cette présentation de l'ouvrage Le Grand Condé, un exil pour l'honneur. Alors, je remercie le président de votre association, M. Salé, m'avoir permis de vous présenter ce travail. Et donc, bien évidemment, je vais parler à peu près 1 heure. Et je répondrai aux questions que vous pouvez avoir. Je vois que vous prenez des notes, donc il y aura une interrogation à la fin. Voilà. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'ouvrage que j'ai écrit n'est pas une biographie intégrale. C'est-à-dire que je ne vous raconte pas dans ce livre l'histoire du prince de Condé, de sa naissance à sa mort. Ce n'est pas l'objet de l'ouvrage. Il y a de quantité de biographies qui ont été écrites là-dessus. Moi, ce n'était pas ce qui m'animait. En réalité, cet ouvrage traite de ce qui n'est pas dit ailleurs. C'est-à-dire, dans toutes les biographies que vous pourrez lire sur le Grand Condé, vous ne trouverez pas ce qu'il y a dans ce livre, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un ouvrage qui a été fait à partir de la lecture de sources, et de sources manuscrites. Alors, effectivement, cet ouvrage concerne la partie occultée de la vie du prince de Condé. Pourquoi elle a été occultée? Parce que chez les historiens, on vous raconte que le Grand Condé a quitté le royaume en 1652, et puis il est revenu au moment du traité des Pyrénées en 1660. Et que s'est-il passé pendant la Fronde et juste après son départ du royaume? Ça, personne ne le sait, et pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque le prince de Condé est revenu dans le royaume de France, qu'il s'est fait pardonner par le roi Louis XIV, on ne devait plus parler de ce qui s'était passé. Le problème, parce que, on ne parle plus des choses qui fâchent, et donc, de ce fait, les historiens, les historiographes du XVIIe siècle n'ont pas développé du tout cette partie de la vie du Grand Condé. Alors, pour la développer, il a fallu que je me plonge dans une réalité souvent difficile pour la plupart des chercheurs, c'est de lire les documents du XVIIe siècle qui sont parfois très difficiles à lire. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on travaille. Ici vous avez une lettre, pour vous montrer un petit peu le travail d'un historien, vous avez une lettre ici du Grand Condé qui
une lettre très importante que j'ai utilisée dans l'ouvrage, dans laquelle il explique, il se justifie auprès du sieur de Gramont, les raisons pour lesquelles désormais il entre dans une guerre contre Mazarin. Alors, le travail d'historien consiste à lire, à déchiffrer ces lettres, et ensuite les transcrire, avant même de les exploiter dans un livre. Donc c'est un travail en soi. Alors là, vous avez l'exemple du prince de Condé, vous pouvez d'ailleurs essayer de voir, en comparant les deux parties, mais vous avez aussi parfois du difficile. Ça, il s'agit par exemple des lettres de Pierre Lenné, qui était son secrétaire, qui a été un personnage très important dans la négociation du traité des Pyrénées pour la partie concernant le prince de Condé, donc des articles particuliers. Bon, quand vous travaillez sur un sujet comme ça, vous devez d'abord lire ça. Et ça, c'est une page, ça fait des dizaines et des dizaines de pages. Et ensuite, exploiter ces sources, bien évidemment. Alors, tous ont une écriture très différente, ce qui nécessite une adaptation. Et puis, bon, comme aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent très bien. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de lire les lettres de Colbert. Les lettres de Colbert écrit très bien. Ça, vous pourriez le lire très facilement. Mais vous avez aussi des auteurs enfin des princes ou des gentilshommes qui écrivent de façon phonétique, avec une graphie difficile à lire. Donc c'est ça le travail d'historien, si vous voulez, c'est d'abord déprimer pendant de longues heures dans des dépôts d'archives à chercher les documents, parce qu'ils sont éparpillés, il faut s'imaginer qu'ils sont éparpillés. Vous avez au musée Condé beaucoup de lettres du prince de Condé, que j'ai intégralement lues pour cet ouvrage, mais vous devez aussi compléter cette correspondance avec la Bibliothèque nationale de France, les archives des affaires étrangères, mais vous avez aussi à lire parfois des lettres espagnoles du XVIIe siècle. Donc, et tout cela est disséminé dans différents dépôts d'archives sans aucune logique véritable. Donc c'est vraiment comme une enquête policière. Quand on tient une histoire, parfois, pour avoir la suite de l'histoire, il faut patienter un peu et pas hésiter à se déplacer. Donc c'est toute la différence, si vous voulez, entre un travail de scientifique de recherche et une biographie que l'on réécrit sans cesse avec les mêmes informations, avec des styles plus ou moins agréables. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça pour vous faire prendre conscience. Parfois même, ce sont des récits. Par exemple, ici, vous avez un récit condéen de l'exfiltration du prince de Condé pendant la bataille des Dunes. Donc ça consiste à lire ça, et ensuite le transcrire. Le transcrire avec les références précises, bibliothèque et archives du musée Condé, avec l'atomaison et la page. Ce qui explique que dans cet ouvrage, vous avez 400 pages de texte et puis 100 pages de notes. Parce qu'un travail historique, un vrai travail historique, est un travail qui est référencé sur des sources. Sinon, on peut raconter à peu près n'importe quoi. C'est le principe qu'on peut regretter. Donc, ce livre raconte une histoire qui a été volontairement occultée par la monarchie, comment le prince de Condé, un prince du sang, apparenté même, il a été premier prince du sang à un moment donné, apparenté à la famille royale, jouissant d'une notoriété vraiment importante liée au rôle qu'il a joué jeune dans la défense du royaume. Vous savez qu'il a participé notamment à cette bataille de Rocroi, et pourquoi vous la connaissez encore aujourd'hui, c'est que le prince de Condé a toujours été soucieux de valoriser ses actions. Il y avait une part de communication qui passait par l'emploi d'écrivains, l'usage de publications qui, au-delà de la guerre, au-delà de l'exploit militaire, continuaient à l'entretenir bien longtemps après les faits. Et on peut dire que le prince de Condé a construit une image héroïque de lui-même. Et tous n'étaient pas prêts à lui reconnaître. Il faut bien comprendre ça quand on commence à faire de l'histoire. Ensuite, évidemment, la question, c'est pourquoi il a accepté de servir le pire ennemi du royaume de France, parce qu'il faut quand même le rappeler, nous sommes en guerre au moment où le prince de Condé décide de quitter le royaume pour se mettre au service du pire ennemi du roi de France, qui est à l'époque donc Philippe IV d'Espagne.
Vous savez que historiquement, les Habsbourg sont en guerre contre les rois de France depuis quasiment le début du XVIe siècle, lorsque François Ier a perdu l'élection impériale de 1519 au profit donc de Charles de Habsbourg, qui est devenu Charles Quint, et le royaume de France s'est toujours senti tenaillé, encerclé par les possessions des Habsbourg qui sont signifiées sur cette carte au XVIIe siècle en vert rayé. Donc il y a une guerre ouverte depuis 1635 contre les Espagnols, et peut-être l'un des plus grands stratèges français quitte son roi pour servir un roi ennemi. Donc c'est une histoire un peu embarrassante, vous comprenez bien, que je raconte dans ce livre, parce qu'il n'y avait pas eu de tel comportement depuis le connétable de Bourbon, à l'époque de François Ier, qui avait quitté le roi de France, poussé par François Ier d'ailleurs, pour se mettre au service de Charles Quint. Il est mort donc au moment du sac de Rome, alors que Louis de Bourbon, prince de Condé, lui, est revenu de cet exil, et c'est toute la différence, et ce qui va d'ailleurs poser problème tout au cours de cette affaire. Alors, effectivement, autre question, pourquoi le prince de Condé, dont la famille soutenait l'autorité royale, parce que le père du grand Condé, Henri II de Bourbon-Condé, apportait son soutien à Richelieu, dans des situations difficiles, puisque Richelieu a dû faire face, tout au long de sa vie de principal ministre, à de nombreux complots. Et donc, Henri II de Bourbon-Condé a choisi de soutenir la politique de Richelieu, et son fils, tout naturellement, tout comme lui d'ailleurs, puisqu'il meurt en 1646, Henri II de Bourbon-Condé, ont continué à soutenir Mazarin. Alors pourquoi cette famille qui s'est considérablement enrichie, ils ont doublé leur fortune en servant l'État royal, pourquoi ont-ils été amenés finalement à rompre avec ceux qui faisaient leur puissance? C'est toute la question qui est au cœur de cet ouvrage et qui m'a passionné pendant 5 ans, parce qu'il m'a fallu 5 ans pour lire ce livre, entre la lecture des sources et l'écriture. Alors ce livre raconte l'histoire d'une brouille politique au sommet de l'État entre le Grand Condé et Mazarin. Une brouille qui va dégénérer en guerre, parce qu'il ne faut pas se brouiller avec n'importe qui, hein. Il y a des gens, ça a plus de conséquences que d'autres. En guerre, qui va avoir des conséquences majeures pour le royaume, d'abord interne, c'est ce qu'on appelle la guerre condéenne pendant la Fronde, à partir donc de 1651. Et puis ensuite, il y a des campagnes militaires menées par les Espagnols, l'armée des Flandres, auxquelles participe le Grand Condé, et qui a connu quelques réussites pendant cette période. Donc voilà, il faut comprendre cet intérêt que j'ai pu avoir pour cette affaire. Alors, évidemment, je disais tout à l'heure, ce n'est pas une biographie intégrale, mais ça ne m'empêche pas, tout comme un cinéaste, de faire des analepses, de revenir sur des choses anciennes qui expliquent le comportement du gentilhomme. Donc finalement, quand on a lu l'ouvrage, on sait beaucoup de choses. On sait peut-être même l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le prince de Condé. Donc quand vous lirez ce livre, je l'espère, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, quand vous lirez ce livre, eh bien, vous porterez peut-être un autre regard aussi sur la monarchie en tant que système politique, sur la noblesse, et puis sur l'histoire du grand siècle, d'une certaine manière. Alors effectivement, le but de cette conférence n'est pas pour moi de dévoiler les secrets du livre, parce que ça serait, on dit, spoiler maintenant. Donc je veux vous laisser découvrir les détails, évidemment, sinon ça n'aurait plus d'intérêt. Mais j'espère que... Je vais insister sur des choses qui me semblent importantes, parce qu'on pense connaître le Grand Condé, mais mon but, c'est un peu vous expliquer ce qu'est la vie d'un prince du sang. Ce qu'est la vie d'un prince du sang au quotidien, pendant la Fronde, et pourquoi, finalement, on est amené à se brouiller avec l'autorité royale. Alors, donc ce livre est important aussi, parce qu'il a été écrit à partir des collections du musée Condé, en grande partie.
Donc c'est une mise en valeur du patrimoine de Chantilly, de certaine manière, qui est traduit dans ce livre. Alors, je ne vais pas vous raconter tout parce que je n'ai qu'une heure, et en tout cas, je vais vous esquisser quelques traits pour un peu vous montrer ce qu'il faut entrevoir dans cette affaire. Alors, en tant que cantilien, vous avez probablement déjà entendu parler du prince de Condé, qui fut le propriétaire du château de Chantilly au XVIIe siècle. Vous savez d'ailleurs qu'il a failli ne pas le rester, puisque pendant la négociation du traité des Pyrénées, Mazarin voulait brimer le prince de Condé et lui enlever ce château qui était très important pour lui, pas tellement pour des raisons esthétiques ou pour des raisons autres, c'était parce que ce château lui avait été donné en récompense de la victoire de Rocroi. Pourquoi ? Parce qu'il avait été restitué à sa mère, qui appartenait à la famille de Montmorency. Vous savez que ce château avait été confisqué par la monarchie lorsque le maréchal de Montmorency avait servi Gaston d'Orléans et avait affronté les armées royales en 1632 à Castelnaudary, et il a été exécuté. Et pour punir la famille de Montmorency, on avait donc confisqué le château. Et donc, après la bataille de Rocroi, la famille de Montmorency, de certaine manière, par la mère du Grand Condé, récupère ce château. Donc c'est le symbole pour le Grand Condé de son engagement personnel à la défense du royaume contre les Espagnols. Donc il faut bien comprendre cet enjeu-là, et donc le Grand Condé a cru ne pas pouvoir le récupérer, mais il a réussi, in fine, à récupérer son château que Mazarin voulait conserver au profit de Louis XIV. Alors, donc effectivement, ce que vous savez de Grand Condé, c'est bien sûr sa victoire de Rocroi. Sa victoire de Rocroi qui aurait sauvé le royaume et Paris d'une attaque espagnole déclenchée pendant l'agonie de Louis XIII. Et cette bataille a permis, ce qui est certain, de distinguer le gentilhomme de son père. Il s'est fait un nom à l'occasion de cette bataille. Son père est présenté, Henri II de Bourbon-Condé, est souvent présenté par les historiens, non pas comme un homme de guerre, mais plutôt un homme de palais, si j'ose dire, plus intéressé par la cour, la vie politique, que par les armes. Ce ne fut pas le cas du Grand Condé. Alors c'est assez miraculeux, parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'éducation militaire du Grand Condé. On ne sait pas vraiment comment il a pu, comme ça, à l'âge de 21 ans, trouver une stratégie pour battre une armée qui était réputée invincible, commandée par un personnage extrêmement expérimenté du côté espagnol, le comte de Fuentes, qui était tellement âgé qu'il était même handicapé, il a assisté à la bataille handicapé. Donc, comment a-t-il pu finalement réussir cette bataille ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, ça reste encore un chantier à découvrir, comment cet homme a pu, comme ça, se découvrir un talent de stratège. Moi, je pense que ça ne s'improvise pas. On peut avoir un talent, mais il faut aussi avoir une formation, évidemment, pour mener ses troupes. En tout cas, le cardinal de Retz, ou Ray, comme vous voulez, cardinal de Ray, raconte dans ses mémoires justement que voilà, son père était un politique, un bon politique, un bon courtisan, plus appliqué à ses affaires domestiques qu'à celles de l'État. Voilà comme il le définit. Ray est assez méchant, en tout cas toujours un peu critique à l'égard des Bourbon-Condé. Il présente aussi le père du Grand Condé comme quelqu'un qui se bornait à s'enrichir. Voilà. C'est la stratégie donc du père. Alors, effectivement, Henri II de Bourbon-Condé était quelqu'un qui avait su faire fructifier, qui avait réussi à faire fructifier la fortune personnelle en servant Mazarin, en servant Richelieu, et ensuite en continuant à servir. On sait qu'il a doublé donc sa fortune personnelle. Donc son fils, lui, grâce à cette bataille de Rocroi, dont il va exploiter
comment dire, l'importance à travers, vous voyez, ces petits documents qu'on vous avez à droite, la gloire de Monseigneur le duc d'Enghien, triomphant des ennemis de France dans la bataille de Rocroi. Il va y avoir une avalanche de publications. Voilà, la période de la Fronde ne peut pas se comprendre sans cette dimension publique que peut représenter la publication. Et quels que soient les événements qui se soient passés sur le champ de bataille, c'est pas tellement important finalement. Ce qui compte, c'est la mémoire de la bataille. C'est ce que l'on en dit après. Il y a une deuxième bataille qui a lieu à ce moment-là, et alors à l'époque, il n'a pas tellement de difficulté à faire prévaloir, grâce à ses publications, sa gloire, mais plus tard, donc quand il combat auprès des Espagnols, le prince de Condé est très soucieux de ce qui se publie sur lui quand il fait la guerre. Très soucieux au point que, par exemple, lors de la bataille des Dunes, en 1658, qu'il perd aux côtés des Espagnols, eh bien, il se sent obligé, je vous l'ai montré tout à l'heure, de montrer sa version, de diffuser sa version de la bataille de Rocroi. Les Espagnols racontent autre chose, et enfin, Turenne ne se prive pas de raconter des choses, évidemment, dévalorisantes pour le prince de Condé. Donc il y a une deuxième bataille après la bataille, et c'est celle qui compte, c'est celle que l'on retient plus que les faits en tant que tels dans la bataille. C'est pour ça que c'est toujours très difficile pour les historiens du fait militaire de reconstituer des batailles. Il y en a qui tentent de le faire, parce que vous avez plusieurs versions différentes. C'est normal, on essaie de donner une autre impression de l'événement. Ça, c'est quand même un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, il y a une bataille pour la mémoire, et dès sa jeunesse, le prince de Condé a compris, évidemment, le duc d'Enghien a compris, évidemment, cet enjeu. Alors, alors, il a eu d'autres victoires après cette bataille de Rocroi. Il s'est fait une plus grande expérience encore. C'était presque une épreuve du feu. La bataille de Rocroi, c'est parmi les premières expériences militaires du duc d'Enghien. Mais ensuite, il a eu d'autres expériences. Il a participé à la guerre dans le Saint-Empire romain germanique, donc siège de Philippsbourg en 1644, bataille d'Allerheim en 1645, prise de Dunkerque en 1646. Il avait ce jour-là fait un exploit extraordinaire, le prince de Condé, parce que lorsqu'il avait... j'espère que je l'ai mise peut-être un peu plus loin. Non, finalement, je croyais que je l'avais mise, mais je ne l'ai pas mise. Le prince de Condé avait remporté cette bataille, donc ce siège de Dunkerque, alors que tout le monde pensait que c'était impossible de prendre Dunkerque. À l'époque, il combattait aux côtés de Gaston d'Orléans, en 1646, et Gaston d'Orléans était persuadé qu'il était impossible de prendre Dunkerque. Il était retourné à la cour, et qu'avait fait Condé? Il avait réussi à prendre la ville. Donc pour moi, ces faits d'armes sont tout aussi importants que la bataille de Rocroi, et construisent l'image d'un personnage, charismatique. Ça, c'est un point important à comprendre. Donc là, je l'ai. Ce personnage charismatique, il le reste longtemps. Le prince de Condé est quelqu'un qui a fait l'admiration, a été admiré par toute une jeunesse, toute une série de gentilshommes qui étaient prêts à s'engager derrière lui parce que, justement, on le percevait comme un grand chef de guerre. Et on le voit lors de sa dernière bataille, à la bataille de Célèphe. On a donc un gentilhomme qui s'appelle le marquis de Villars qui s'émeut de voir monsieur le prince à cheval brandir l'épée. Alors le prince de Condé se mit à la tête des premiers escadrons, tira son épée. Le marquis de Villars, frappé donc d'un spectacle qui flattait la valeur et l'animait encore davantage, dit tout haut: voilà la chose au monde que j'avais la plus désirée, de voir le grand Condé, l'épée à la main. Alors voilà, il faut bien comprendre que à partir de Rocroi, ce n'est pas simplement une victoire dont on parle, c'est un personnage qui a acquis un prestige important en France auprès des gentilshommes, et la gloire, c'est un élément évidemment fondamental pour un gentilhomme de cette époque, et ça crée bien évidemment des jalousies.
Alors, pour revenir sur ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est ce qu'est être un prince du sang et être un grand, d'une certaine manière, au XVIIe siècle. Le Grand Condé, on l'appelle Monsieur le Prince. Alors, vous savez peut-être pourquoi ou pas pourquoi, mais on l'appelle Monsieur le Prince. C'est un titre qui est très ancien, qui date du XVIe siècle, des guerres de religion. À l'époque, les Bourbons-Condé défendaient les protestants. Et en effet, et donc les protestants, les huguenots, s'enorgueillaient d'avoir un prince du sang qui les défendait, et donc ils ont commencé à l'appeler Monsieur le Prince. Et Henri IV, lorsqu'il est devenu roi, a confirmé ce titre, et donc c'est un titre qui est très prestigieux. C'est une appellation qui est très prestigieuse, donc on appelle le Grand Condé Monsieur le Prince, son fils est Monsieur le Duc. Hein, c'est comme ça, donc ils ont l'exclusivité de ce titre. Et donc, voilà, c'est un titre qui est ambivalent. D'un côté, il a été donné par la monarchie, par Henri IV, mais d'un autre côté, finalement, il rappelle une histoire de la rébellion contre l'autorité royale, puisque les Bourbons-Condé, au XVIe siècle, ont pris les armes pour défendre les protestants et se sont opposés, de fait, donc, à l'autorité royale. Donc c'est pas inintéressant à rappeler ici. Alors effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Grand Condé n'est pas un simple gentilhomme. Il n'est pas un simple gentilhomme. En fait, il est donc un prince du sang, même le plus souvent le premier prince du sang. Vous savez que le Grand Condé ne fut pas toujours premier prince du sang, parce que Gaston d'Orléans avait eu un jeune enfant qui s'appelait Jean Gaston, duc de Valois, qui est mort à l'âge de 2 ans, donc pendant la Fronde. Et c'est d'ailleurs l'une des explications pour lesquelles Gaston d'Orléans se retire de la Fronde à la suite de la mort de son fils. Donc après la mort du fils de Gaston d'Orléans, c'est le prince de Condé qui est premier prince du sang. Alors il faut rappeler que ce titre permettait, le cas échéant, selon la tradition, d'hériter de la couronne si jamais Louis XIV mourait. Hein, alors il avait un frère, bien sûr, Louis XIV, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, les choses peuvent mal tourner. Historiquement, François Ier est devenu roi après la mort donc, de Charles VIII, de Louis XII, et qui n'était pas du tout destiné au départ à régner. Donc voilà, le sort peut faire qu'on peut mourir. Ça nous paraît aujourd'hui curieux, mais au XVIIe siècle, c'était probable. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on puisse mourir jeune. Et d'ailleurs, vous savez que Louis XIV a failli mourir jeune, puisqu'il est tombé très malade en 1658. Lorsqu'il est allé justement visiter les armées, quand il était adolescent, Louis XIV aimait bien aller voir les troupes. Alors les troupes, c'est intéressant, mais on peut attraper les maladies épidémiques qui circulaient dans ces troupes. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, on renouvelait souvent l'armée, on est obligé de renouveler un tiers des hommes par an. Voilà, parce qu'ils mouraient de maladies épidémiques, et donc c'était assez dangereux finalement de fréquenter ces soldats. Et donc il tombait tellement malade que Mazarin lui a fait donner l'extrême-onction, et que même Mazarin a commencé à envoyer des courriers à Vincennes pour qu'on plie ses bagages, parce qu'il avait peur qu'on le pille à la suite de la mort de Louis XIV, et une deuxième fois, parce qu'il avait été pillé pendant la Fronde. Et il faut rappeler aussi que Mazarin s'attendait à être disgracié, puisque le successeur potentiel de Louis XIV à ce moment-là, c'était son frère Philippe, qui ne s'entendait pas du tout avec Mazarin. Alors, miracle, le jeune roi n'est pas mort, il en a perdu ses cheveux, vous savez, c'est pour ça qu'il a porté des perruques toute sa vie, à cause des traitements qu'il a subis, des traitements assez lourds, qu'on n'oserait pas prendre aujourd'hui, hein, mais qui ont eu pour conséquence de lui faire perdre ses cheveux. Alors ici, Louis XIV a exploité, en tout cas la monarchie a exploité
ce miracle à travers des gravures. Et ici, on a une gravure célèbre, on voit la mort à droite, en train de se retirer, et le jeune roi, donc, revenir à la vie. Comment exploiter, finalement, un événement inquiétant en événement, en signe de Dieu. Hein, c'est tout l'objet, donc, de cette gravure. Donc, Condé n'a pas un statut, n'importe quel statut. C'est un statut où il est un héritier présomptif du trône, ce qui le protège. Ce qui le protège un peu. Il peut peut-être politiquement se permettre des comportements qu'il ne saurait pas tolérer avec d'autres personnes. Parce que justement, il est un prince du sang. Donc, être prince du sang, c'était pas... ça procure certains avantages. Je vais revenir sur les précédentes images. Ça procure certains avantages. Donc, le premier élément qui est important, c'est qu'il peut bénéficier, par exemple, des honneurs du Louvre. C'est-à-dire qu'il peut arriver en carrosse dans la cour du Louvre. Il peut garder son chapeau en présence du roi. Et toute une série de petits signes comme ça qui nous paraissent peut-être extravagants, mais qui étaient fondamentaux au XVIIe siècle. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce qui est très curieux, c'est que on pourrait penser qu'un premier prince du sang est quelqu'un qui, par son rang, ne se sent pas menacé. Et bien, quand on lit la correspondance du prince de Condé, on s'aperçoit qu'il se sent en permanence menacé. Alors, menacé par quoi ? Menacé surtout par les ambitions des autres familles. C'est-à-dire que quand un statut politique, un rang, c'est pas simplement une généalogie. C'est aussi la considération sociale. Ces gentilshommes sont toujours à la recherche de la considération sociale. Et ça repose sur des éléments qui ne sont pas contrôlables véritablement. Des places d'honneur, avoir la main droite, être au plus proche de l'autel à l'occasion des Tédéums. Tout cela, c'est une façon, quand on a ces signes-là, ça permet d'occuper l'espace politique, d'avoir du prestige. Or, que se passe-t-il ? C'est pendant la Fronde, certaines familles essayent de venir concurrencer le prince de Condé dans ces aspects-là. Et c'est ça. Et ce qui pousse Condé, c'est de défendre son honneur en permanence. Son honneur, c'est pas simplement son nom, sa maison, sa réputation, c'est aussi la considération sociale. Et là, les gentilshommes se livrent, sur le plan de la considération sociale, une guerre sans merci. Alors, c'est ça que quand je vous parlais de l'histoire monarchique, je vous disais aussi que la monarchie, c'est un système familial. Donc, comme tout système familial, il y a parfois, dans des situations difficiles, beaucoup de cohésion. Voilà, Gaston d'Orléans a participé à la défense du royaume. Le prince de Condé a lui aussi participé à la défense du royaume. Donc il y a une solidarité très forte, notamment dans les moments difficiles. Mais il y a aussi d'importantes tensions, des rivalités extrêmes. Et parfois, elles sont très étonnantes. Par exemple, Condé et la famille Bourbon-Condé est en grande rivalité avec les Bourbons-Vendôme. Les Bourbons-Vendôme sont des princes légitimés. Vous savez, César de Vendôme, c'était le bâtard, comme on disait au XVIIe siècle, d'Henri IV. Et Henri IV a légitimé son bâtard et ils ont fondé donc, une famille noble, donc les Bourbons-Vendôme. Donc ils sont un peu apparentés au roi parce qu'ils ont du sang royal, mais en même temps ce sont des bâtards. Pour le prince de Condé, ce sont des bâtards. Et donc ces Bourbons-Vendôme vont commettre l'irréparable aux yeux de Condé. Ils vont se rapprocher de Mazarin. Voilà, Mazarin marie l'une de ses nièces, donc à quelqu'un qui est apparenté à la famille de César de Vendôme. Donc Condé identifie ça tout de suite comme une stratégie de Mazarin pour affaiblir son prestige lui, personnel et pour renforcer, voilà, par le moyen du Premier ministre, cette famille de Bourbon-Vendôme. Donc, autre famille qu'il déteste, je pèse mes mots, mais c'est un peu ça, il déteste, ce sont les Lorraine-Guise. Que sont les Lorraine-Guise pour le prince de Condé ?
Lorraine Guise, c'est une famille qui a été extrêmement puissante au XVIe siècle. Tellement puissante qu'il a fallu à Henri III éliminer, décapiter, si j'ose dire, la tête de cette famille en exécutant donc Henri de Guise et son frère en 1588, Noël 1588, donc à Blois. Cette famille est une famille de princes étrangers. Voilà, c'est leur titre. Ils ont beau être naturalisés depuis le début du XVIe siècle, ce sont des princes étrangers, c'est-à-dire qu'ils comptent dans leur famille des princes souverains, et donc le duc de Lorraine, en l'occurrence Charles IV de Lorraine, pendant la Fronde. Donc cette famille, elle est hostile au Grand Condé. Et qu'est-ce qui se passe pendant la Fronde? Les Lorraine Guise servent l'autorité royale. Qui combat, le prince de Condé combat pendant sa guerre condéenne, pendant la Fronde, il affronte sur le terrain des membres de la famille de Lorraine Guise qui dirigent les armées royales. Et d'ailleurs, Mazarin commet des erreurs avec eux, ces Lorraine Guise, parce qu'il ne veut pas trop les récompenser. Pourquoi? Parce qu'en 1648, pendant le traité de Westphalie, il a réussi à accaparer un certain nombre de terres qui appartenaient à la famille de Lorraine. Et donc, trop avantager les Lorraine Guise, c'est peut-être compromettre sa propre puissance. Donc il faut comprendre cette logique politique. C'est pas toujours rationnel. C'est une logique de rivalité familiale, c'est pas toujours rationnel. Pourquoi c'est pas toujours rationnel? Parce que, eh bien, ce qui compte, c'est l'honneur, c'est avoir la prédominance sur le plan politique. Et vous le savez, au XVIIe siècle, comme au XVIe siècle, on peut se tuer pour l'honneur. Il y a des duels. La monarchie a eu des plus grandes difficultés à empêcher les duels, qui réglaient les problèmes d'honneur. Et pendant la Fronde, il y a des frondeurs qui s'entretuent alors qu'ils sont censés être alliés contre Mazarin. Ils s'entretuent dans Paris, et le livre en parle, pour des raisons d'honneur, et notamment des places au conseil de Gaston d'Orléans, qui tenait un conseil pendant la Fronde à Paris. Donc tout cela est important, c'est quelque chose d'important, c'est important de comprendre cette logique-là qui nous échappe aujourd'hui, mais qui est tout le cœur de la vie politique du XVIIe siècle. Et ce livre montre, si vous voulez, cette dimension qui a aujourd'hui disparu, enfin pas totalement peut-être, qui a disparu de ces rivalités familiales. Alors, parfois, les choses ne sont pas simples dans les familles. Elles ne sont pas simples. Par exemple, parmi les Bourbons-Vendôme, il y a le duc de Beaufort. Le duc de Beaufort, et c'est un frondeur. Donc il est dans Paris avec Condé, opposé à Mazarin. Alors pourquoi y a-t-il dans les familles parfois des gens qui ne prennent pas la même direction? C'est le cas dans la famille du prince de Condé. Le prince de Condé a un frère qui est le prince de Conti. Et quand on regarde l'histoire de ces princes pendant la Fronde, quand le prince de Conti est frondeur, Condé défend l'État royal. Et lorsque Condé devient frondeur, le prince de Conti épouse la nièce de Mazarin. C'est quand même extraordinaire, ça. Voilà. Et ils ne s'entendaient pas bien. L'aîné et le cadet, ils avaient des conflits autour de l'héritage. Des conflits d'héritage. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si simple que ça. Mais je voudrais que vous soyez conscients qu'il y a une mémoire familiale très importante chez ces nobles du XVIIe siècle. Une mémoire qui fait que quand on a finalement été ennemis au XVIe siècle, les Bourbons-Condé contre les Lorraine Guise, au XVIIe siècle, c'est difficile de s'entendre avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même clan, c'est pas la même logique. Et clairement, les Lorraine Guise sont en perte de vitesse, sont en perte de pouvoir au XVIIe siècle par rapport à ce qu'ils étaient au XVIe siècle. Alors, évidemment, pour revenir à l'ouvrage, c'est qu'il faut revenir donc sur cette question d'honneur. L'honneur, c'est quelque chose qui a été défini par les historiens comme une sorte de dignité personnelle faite de l'estime collective. C'est une dignité personnelle faite de l'estime collective du sentiment intérieur de valoir plus que l'autre. C'est ça l'honneur.
Voilà, c'est le regard des autres qui fait votre honneur, au-delà de la famille à laquelle on appartient. Et c'est tout le cœur donc, de la vie politique. Et effectivement, l'honneur n'est pas fondé que sur des titres, mais encore une fois sur le regard des autres, l'estime collective, des petits signes. Et il faut en permanence conserver son honneur, et ce qui va motiver le prince de Condé à la faute, ce qui va le pousser à entrer en guerre contre Mazarin. Alors parlons des deux personnages. Parlons des deux personnages, parce que je vous ai dit que c'est une brouille, c'est une affaire d'honneur, cette affaire entre le prince de Condé et Mazarin. Parlons des rapports avec Mazarin. Tout sépare Mazarin de Condé. Alors, ils ont comme point commun d'avoir tous deux été attachés à Richelieu. La famille de Bourbon-Condé sert Richelieu. Mazarin a été élevé par l'intermédiaire de Richelieu. Donc, lorsqu'on parle de l'histoire de Mazarin et de Condé, c'est Richelieu contre Richelieu. C'est-à-dire, ce sont deux personnages qui ont été dans le même creuset politique, si j'ose dire, mais sauf qu'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Mazarin est tout le contraire de Condé. C'est un homme qui passe ses journées le nez dans les mémoires, les courriers, ce qui avait de quoi rebuter un gentilhomme comme le prince de Condé. Le prince de Condé, lui, était un homme d'action, un homme de guerre. Il était capable de saisir en quelques regards, en observant du haut des positions, les tactiques des adversaires. Il était capable d'improviser presque une stratégie pour vaincre. Et d'ailleurs, sa morphologie rappelait, on le comparait à un aigle. Au XVIIe siècle, on disait qu'il avait un nez d'aigle. Et alors, quand on dit ça, on pense que c'est simplement une logique esthétique. C'est vrai, quand on le regarde, hein, il ressemble, il a un nez d'aigle. Mais ça valait, quand on disait qu'il avait une apparence d'aigle, ça allait au-delà de ces simples considérations esthétiques. Il faut savoir que au XVIIe siècle, on attribuait une grande importance à la morphologie des visages. On pensait que ces morphologies des visages révélaient les qualités intérieures. Et donc ressembler à un aigle, d'une certaine manière, c'est avoir les qualités d'un aigle. Vous voyez, c'est une époque où on a ce rapport. Alors, on peut le voir dans les... Vous savez que le peintre Charles Lebrun faisait des recherches autour des émotions, autour de l'apparence des personnages dans les représentations iconographiques. Et donc, on voit que lui-même fait ce lien entre les animaux, en dessous, et les personnages qui ont une tête d'aigle et un regard tout à fait particulier. Alors, l'aigle, c'est l'animal qui survole, impérial, vous voyez ce que je veux dire, et j'aurais pu vous montrer d'autres images, mais bon, il y a d'autres représentations beaucoup moins valorisantes, avec le singe et autres animaux. Hein. Alors c'est resté un malin comme un singe, etc. D'où ça vient ça? Ça vient de cette époque-là. Hein. On s'intéresse beaucoup aux animaux. Pensez à La Fontaine, hein, qui se sert des animaux pour finalement donner une image particulière à la société. C'est quelque chose qui est important. Donc c'est un personnage qui ne laisse personne indifférent, ne serait-ce que par son apparence, et il a l'œil étincelant, et effectivement, c'était quelqu'un qui captivait son auditoire. Donc c'est un homme de guerre, Condé. Mazarin, c'est tout le contraire, c'est un négociateur. Il a fait toute sa carrière dans la négociation diplomatique. Alors, vous savez qu'il a, je vous l'avais montré, hein, je vous ai expliqué ça en conférence déjà, je crois, il a changé plusieurs fois de patron, Mazarin. Il vient d'une origine obscure. Il vient de Rome. Son père était un manieur d'argent au service d'une grande famille romaine qu'on appelait les Colonna. Et son destin a été le sien parce qu'il a su, au bon moment, changer de patron. Donc il a d'abord servi les Colonna, ensuite il a compris que pour pouvoir avoir un rang plus important, il fallait qu'il rentre dans l'église, parce que quel était le seul
la seule institution qui permettait finalement à quelqu'un, un roturier, de pouvoir exercer des responsabilités importantes, c'était l'Église, qui était un formidable ascenseur social, quand on avait du talent et quand on avait des qualités. Et donc Mazarin, il a servi ensuite, avec son statut d'ecclésiastique, une fois tonsuré, il a servi la diplomatie pontificale. Et c'est à l'occasion des négociations en 1600, d'abord de la succession de Mantoue, et ensuite les négociations qu'on menait au traité de Querasco, que Mazarin s'est fait repérer comme un talent, en termes de diplomatie, par Richelieu. Et ensuite, il est passé au service de Richelieu, et ensuite, quand Richelieu est mort, il est passé au service du roi. Donc il a changé plusieurs fois de patron, et donc il n'a pas du tout le même statut. Mazarin s'est fait lui-même. Il s'est fait lui-même d'une certaine manière. Il a subvenu aux besoins de sa famille. Il a, comment dire, il a le sens de la casa. Alors que Condé, lui, est né tout de suite, prince du sang, avec des privilèges qui étaient attachés à ce rang. Donc voilà. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'enjeu qui se passe au moment de la Fronde, c'est que Mazarin, par son statut de principal ministre, c'est lui qui mène la politique du royaume. On parle de Louis XIV, on signe Louis XIV dans les documents, mais Louis XIV ne gouverne absolument pas avant 1661. Il ne gouverne absolument pas. C'est Mazarin qui gouverne en prenant soin de demander l'avis à Anne d'Autriche. Alors, vous savez que le principe de la minorité royale, c'est qu'on fait confiance à la mère. Au statut de la mère ne peut pas trahir son fils. C'est ce qui est au cœur de la régence. Donc Mazarin demande son avis à Autriche, pas tout le temps d'ailleurs, et c'est lui qui mène la politique. Et il n'est que l'héritier d'une stratégie de gloire politique qui avait été initiée par Richelieu. Qu'a fait Richelieu lorsqu'il est arrivé au pouvoir? Il était cardinal, et il s'est servi de son statut de principal ministre pour gagner en préséance. C'est-à-dire, il a dit, moi je ne suis pas qu'un simple cardinal, je suis un premier ministre, et donc je dois avoir la préséance sur les princes du sang. Voilà ce qu'avait dit Richelieu. Et lorsque Mazarin arrive au pouvoir, il veut exactement la même chose. Et vous verrez que dans le livre, la première brouille, la première dispute entre Condé et Mazarin, en tout cas le duc d'Enghien et Mazarin, c'est à cause de la place qu'il doit occuper dans la maison de Richelieu. Mazarin réclame en tant que cardinal, l'avantage sur le duc d'Enghien dans la maison de Richelieu. Et ce que le duc d'Enghien ne supporte pas. Comment un personnage aussi obscur peut-il avoir la main dans la maison de Richelieu? Donc ça commence là, et les choses ne vont pas s'arranger. Parce que pendant la Fronde, bien évidemment, Mazarin va renforcer son autorité. Il sort de la Fronde, évidemment, vainqueur, Mazarin, sur le plan politique. Il a tous les cordons de la bourse, il peut récompenser les gentilshommes. Deuxième facteur de brouille avec Condé. Condé combat pour la monarchie contre les Espagnols, et il attend des récompenses pour ses propres serviteurs. Et que fait Mazarin? Alors que Condé lui demande des récompenses, Mazarin ne les lui donne pas, il préfère récompenser les hommes de guerre avec lesquels il est lié. Et donc il confond son rôle de principal ministre avec un rôle de patron. Et Condé comprend ça. Et quand on n'est plus capable de récompenser ses fidèles, eh bien on perd du crédit dans ce système politique. Donc deuxième raison, d'abord des raisons de préséance, ensuite deuxième raison, une rivalité de puissance entre les deux personnages. Et donc ça va les amener évidemment à... L'affaire va éclater, la brouille va éclater, à l'issue d'une affaire au cours de laquelle, vous verrez, ce que j'appelle le dîner ridicule, alors qu'ils avaient commencé à se disputer pendant la Fronde, Gaston d'Orléans avait demandé au prince de Condé d'organiser un dîner pour faire la paix avec Mazarin, pour éviter que les choses ne dégénèrent. Donc il a accepté de le faire, sauf que pendant ce dîner, Mazarin a été traité en ridicule. C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner tous
toute la préséance qu'on devrait donner à un principal ministre, un cardinal d'église, etc. Lui n'a pas pris la parole, il a laissé ses gentilshommes se moquer de lui. Voilà, donc ce que j'appelle, aujourd'hui on dirait que c'est un dîner de cons, mais au XVIIe siècle, ça s'appelle un dîner ridicule. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Mazarin, à partir de ce moment-là, a été profondément humilié, et donc il a décidé d'humilier Condé. Et donc là, ce que je montre dans le livre, c'est que l'arrestation du prince de Condé, il a des motifs politiques, peut-être l'inquiétude de la puissance qu'a pris le prince de Condé pendant la Fronde, mais c'est surtout une volonté de Mazarin de rendre la pareille à Condé, parce que quand on est... Où a été envoyé Condé pendant sa prison? Il a d'abord été emmené à Vincennes, en plein mois de janvier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Vincennes en plein mois de janvier, faites l'expérience. Hein. Vous verrez que c'est un confort tout à fait médiéval, avec... il avait le droit de voir personne, il avait même, on va dire, des conditions de nourriture qui ne correspondaient pas à son rang. Et ensuite, on l'a baladé. Une fois qu'il a été à Vincennes, après avoir vraiment surveillé nuit et jour, il avait un garde de Mazarin qui le suivait, surveillait nuit et jour, on l'a baladé, vous voyez, tous les points, je les ai reconstitués à partir des documents de Marcoussis, qui est tout aussi médiéval, et puis on l'a ramené jusqu'au Havre. Et Condé a très mal vécu, ça a duré plusieurs semaines cette affaire. Il était escorté par un Lorraine-Guise. Voilà, son convoi, pénitentiaire, si je veux dire, était exploité, surveillé par un Lorraine-Guise. Donc ça n'a pas contribué à améliorer les relations. Et Condé raconte que cette affaire, promenée de prison en prison, était comme, finalement, il se comparait aux prisonniers, vous savez, que les empereurs romains ramenaient à Rome dans leur défilé de triomphe. Et il disait qu'il était le prisonnier de Mazarin, qu'il portait en triomphe, etc. Donc, il a très mal vécu cette affaire, et ensuite, lorsqu'il a été libéré, sous la pression de la noblesse, parce que lorsqu'il a été arrêté avec le duc de Longueville et le prince de Conti, ces gens-là étaient des gouverneurs militaires, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient des régions. Le prince de Condé contrôlait 2 régions essentielles, la Bourgogne et la Guyenne. La Guyenne, c'est l'équivalent de l'Aquitaine. Donc 2 provinces frontalières dans lesquelles il entretenait une importante clientèle avec, il faut s'imaginer que les pouvoirs municipaux, les parlementaires, c'est-à-dire les magistrats, ou encore des hommes de guerre, étaient associés à la maison de Bourbon-Condé. Son père avait déjà été gouverneur de Bourgogne, donc il y avait presque une patrimonialisation de ce titre de gouverneur. Eh bien, quand il a été fait prisonnier, cette région s'est révoltée contre l'autorité royale. Ça a été la même chose en Guyenne. Bordeaux a été une ville, un facteur d'agitation très important pour la Fronde, tout comme vous avez aussi la Normandie, qui s'est révoltée derrière le duc de Longueville, qui était prisonnier. Donc, ça a eu une conséquence immédiate sur le plan politique, cette arrestation, c'est qu'il y a eu une révolte assez large de la noblesse, qui était déjà hostile à Mazarin, et qui a tout à fait compris, évidemment, l'action de Mazarin. Alors, à une fois libéré, Condé, il avait deux choix possibles. Soit, en somme, revenir au service de Mazarin, mais peut-on revenir au service de quelqu'un qui vous a traité comme ça? C'est la première question. Bon, la réponse est non. Et deuxième élément, c'est ce que je montre dans le livre, c'est-à-dire que Mazarin est devenu presque paranoïaque. Il a interprété toutes les actions de Condé comme finalement des actions destinées à lui nuire. Et il a finalement poussé, d'une certaine manière, Condé à accélérer les négociations avec l'Espagne. Alors, c'est un livre qui parle aussi de la question de la prise des armes du prince de Condé. Et Condé, je parle bien sûr de la fronde condéenne, mais je parle surtout de ce qui a été méconnu, les campagnes militaires que le prince de Condé a menées contre la France à partir d'octobre 1652. Tout cela avait disparu des mémoires. Or, il a mené, j'ai reconstitué tout son déplacement militaire avec toutes les villes
toutes les places fortes avec Rethel, Charteau-Porcien, Sainte-Menould, Bar-le-Duc, Livry-en-Barrois, Vaux, Commercy, Saint-Mihiel, toutes ces villes ont été prises par le prince de Condé avec ses hommes de troupe. Donc j'ai reconstitué cette opération qui est une campagne d'hiver. Il faisait une température, les soldats mouraient de froid en se déplaçant d'un lieu ou un autre. Et j'ai expliqué aussi toute la reconquête qu'avait organisée Turenne. Alors pourquoi Turenne a-t-il pu reprendre assez facilement les places de Condé lorsque celui-ci est passé au service de l'Espagne? Pour plusieurs raisons. D'abord, Condé, c'est tout l'intérêt du livre, Condé était quelqu'un donc qui se disputait constamment pendant la Fronde avec les grandes familles, avec Mazarin, etc. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive chez les Espagnols? La même chose. C'est-à-dire déjà, les Espagnols vivent, les commandants de l'armée espagnole qui étaient présents en France à ce moment-là, comme le sieur de Fuensaldaña, voient d'un mauvais œil l'arrivée de Condé. Parce que eux, ils occupent dans l'armée espagnole un rang, un pouvoir. Ils ont un pouvoir dans cette armée. Et Philippe IV d'Espagne donne un titre ronflant au prince de Condé lorsqu'il passe à son service. Il lui donne le titre de généralissime de l'armée des Flandres. Et donc les autres prennent très mal ce parachutage, si j'ose dire. C'est-à-dire que voilà, ce prince que l'on avait combattu, qui tout d'un coup arrive au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Donc les choses se passent mal. Les gens qui accompagnent Condé à ce moment-là, dans leur mémoire, disent que l'ambiance était glaciale entre les Espagnols et Condé. Et ensuite, eh bien, on ne veut pas trop aider Condé. Les Espagnols ne veulent pas aider Condé parce qu'ils ne savent pas s'il ne va pas retourner sa cape, hein, s'il ne va pas revenir au service de la monarchie. Donc on l'aide ponctuellement, mais on ne veut pas non plus qu'il s'empare trop de villes parce qu'on ne sait pas ce qu'il pourrait en faire. Et donc il y a cette suspicion permanente entre Condé et les Espagnols à cause de ces enjeux-là. Il y a d'autres personnages qui sont en jeu dans cette guerre. Il y a aussi Charles IV de Lorraine, qui est duc de Lorraine. Et donc Charles IV de Lorraine, lui aussi, il déteste Condé. Il déteste Condé, pourquoi? Parce que Condé, on lui a donné, après 1648, on a donné à la famille de Bourbon-Condé des terres qui appartenaient à Charles IV de Lorraine. Donc, et notamment Stenay. Stenay, c'est une des places fortes de Condé. Hein. C'était une place qui appartenait au duc de Lorraine. Donc comment voulez-vous que ça se passe bien entre un gentilhomme qui revendique la récupération de ses terres et un prince du sang qui a tiré prestige des terres qu'on a prises au duc de Lorraine. Donc tout ça se passe mal, et se passe encore plus mal lorsque Condé arrive aux Pays-Bas espagnols, parce qu'il finit par arriver aux Pays-Bas espagnols, il doit rencontrer le gouverneur général des Pays-Bas espagnols, donc qui s'appelle Léopold de Guillaume. Et alors là, les choses se passent mal, parce que lorsque Condé arrive, il a affaire à un personnage qui a tout aussi le sens de la gloire que lui-même. Alors ici, par exemple, on a une gravure qui est diffusée pendant un séjour de Condé, hein, dans les Flandres. On voit le gouverneur général des Pays-Bas espagnols, Léopold Guillaume, passer sous un arc de triomphe. Il est vêtu en homme de guerre avec, le bâton de commandement, tous les attributs, avec toute une série d'éléments de la gravure qui font sa louange. Donc c'est un homme extrêmement fier de sa potentialité militaire. Et lorsque Condé arrive aux Pays-Bas espagnols, il demande à être traité à égalité avec cet homme. Il demande à Philippe IV d'Espagne d'être traité à égalité des hommes. Il est un prince du sang, il doit avoir un rang aussi important que le gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Et il obtient de Philippe IV d'Espagne d'être traité de la même manière. Donc ça se passe très mal entre eux, parce que le gouverneur général des Pays-Bas espagnols ne supporte pas la présence de ce prince du sang qui a des prétentions incroyables, qui vient justement menacer sa considération sociale. Donc c'est toute une affaire. Donc le séjour du grand Condé aux Pays-Bas espagnols se passe évidemment très mal. Alors vous découvrirez, si ça vous intéresse, les détails de cette vie trépidante aux Pays-Bas espagnols, mais j'aimerais terminer cette conférence en parlant évidemment du retour du prince de Condé dans le royaume de France. Alors il a été négocié pendant très longtemps, hein,
pendant le traité des Pyrénées, c'était une affaire compliquée. Mazarin était opposé au retour du prince de Condé dans le royaume. Il y a eu une première négociation qui a eu lieu donc, en 1656 entre Hugues de Lionne, qui avait été envoyé secrètement en Espagne, et Don Luis de Haro, qui était le principal valido du roi d'Espagne. Cette négociation a échoué. Elle a échoué parce que le prince de Condé avait réussi l'exploit de Valenciennes, et ça a redoré son blason d'homme de guerre à ce moment-là, et donc cette opération a échoué. Mais c'est ensuite au moment de la négociation sur la Bidassoa, à la limite du royaume de France, qu'on a négocié le retour du prince de Condé. Alors ça a été très long de négocier ce retour, mais lorsque l'on a obtenu ce retour, ce qui est encore plus intéressant, au-delà des articles particuliers du prince de Condé, c'est comment on a organisé ce retour. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que Mazarin a exigé du prince de Condé qu'il évite tout triomphe. Donc il pouvait revenir dans le royaume, mais en faisant preuve d'humilité. Alors vous imaginez un peu, pour le prince de Condé, après ce que je vous ai raconté de lui, se donner une apparence d'humilité pour revenir en France. Alors on lui a demandé d'éviter Paris, pour cause, puisque le prince de Condé avait été un des principaux frondeurs à Paris. On lui a demandé d'éviter la Bourgogne, parce qu'on ne voulait pas qu'il soit accueilli en triomphateur en Bourgogne, là où il avait tous ses clients, etc. Donc on lui a fait faire un parcours tout à fait particulier. On l'a fait passer par par une route, finalement, au cœur de la France, pour éviter ces deux donc j'ai reconstitué l'itinéraire. Et à Lyon, ils ont descendu le Rhône jusqu'à Avignon, et puis ensuite ils ont rejoint Aix-en-Provence. Alors, ce qui est passionnant dans le retour du prince de Condé, c'est que Condé, tout au long de son voyage, se demande comment ça va se passer, la rencontre, non pas avec le roi, alors que le roi, on pourrait se dire, comment ça va se passer avec le roi, non, comment ça va se passer avec Mazarin. C'est sa préoccupation. Et Mazarin se préoccupe comment ça va se passer avec Condé. Parce qu'il faut l'enjeu, c'est qu'ils se réconcilient d'abord tous les deux, avant que le roi pardonne à Condé. C'est ce qui est prévu dans le processus. Et donc les choses vont se passer ainsi. Lorsque Condé va arriver à Aix-en-Provence, Mazarin va lui faire un grand honneur déjà. Il va le traiter avec tous les égards. Il va envoyer des carrosses à l'extérieur de la ville. Un nombre de carrosses, vous savez, on évaluait la puissance d'une personne au nombre de carrosses qui venaient à l'accueillir, ou parfois au nombre de chevaux qui accompagnaient la personne. Donc il envoie une quantité de carrosses pour l'accueillir à Orgon, donc à quelques lieues d'Aix-en-Provence, et ensuite il le fait revenir donc, dans la ville, et à ce moment-là, il va faire un effort, Mazarin. Il va descendre d'une marche. Il l'attend en haut de l'escalier, mais il descend d'une marche. Alors vous me direz, c'est un petit détail sans intérêt. Non, c'est pas un détail sans intérêt, parce que justement, il remet sur son statut de principal ministre pour accueillir dans les meilleures conditions Condé. Condé d'ailleurs le repère, il s'en rend compte tout à fait. Et ensuite, ils vont s'entretenir, et Mazarin va le recevoir chez lui. C'est-à-dire que pendant le séjour d'Aix-en-Provence, Condé est reçu chez Mazarin, et nourri par Mazarin, etc. Donc c'est une façon de montrer que l'amitié est revenue, même si les deux intéressés restent méfiants. Puis ensuite, il y a la rencontre avec Louis XIV. Alors là, ça se passe, c'était tout l'objet de ce livre, on ne savait pas ce qui s'était passé avant. Et moi, j'ai fait des recherches pour trouver des sources qui parlent de cette rencontre. Il y en a très peu, j'ai trouvé 2 lettres. 2 lettres qui racontent cette rencontre. Pourquoi? Parce que Louis XIV ne voulait faire absolument aucun écho du retour du prince de Condé dans le royaume. C'était gênant. Un prince du sang qui était passé au service de Philippe IV, et il ne voulait pas non plus qu'on crédite le prince de Condé de la paix des Pyrénées. Et donc, d'avoir eu une responsabilité dans la paix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la rencontre a eu lieu dans un lieu tout à fait avec très peu de public. Voilà, il y avait le roi, quelques secrétaires d'État, et donc le roi a reçu le prince de Condé debout,
Voilà, c'est une posture de la souveraineté. Et le prince de Condé a fait une grande révérence, c'est ce que disent les témoins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par grande révérence? Peut-être une révérence plus basse qu'il ne l'aurait fait habituellement. Alors, ça demande toute une technique, la révérence, parce que vous pensez que c'est simplement enlever son chapeau. Pas du tout. Il fallait faire de la danse pour faire de la révérence, et il faut connaître des pas de danse, vous savez. Et donc, il s'est abaissé, il a enlevé son chapeau, et Louis XIV a interrompu la révérence, comme pour casser ce moment d'abaissement du corps et d'humiliation politique, d'une certaine manière. Il a arrêté, et ensuite, Condé s'est relevé, il a mis son chapeau, il a gardé son chapeau, et Louis XIV a gardé son chapeau aussi, et on raconte qu'ils ont finalement échangé très peu de mots. Voilà, ça a été un peu froid comme accueil. Voilà. Mais l'essentiel, ce qui est amusant, c'est aussi dans cette affaire, ils se sont parlé à voix basse, personne n'a rien entendu. C'est-à-dire que Condé a parlé à voix basse, et Louis XIV a répondu à voix basse. Alors pourquoi la voix basse? Parce que c'était le moment où il disait à Louis XIV, évidemment, qu'il faisait preuve de sa repentance. Or, un prince du sang ne voulait pas trop faire savoir la repentance qu'il avait eue, et Louis XIV, de son côté, ne voulait pas donner l'écho de ses propres paroles, ne voulait pas que ses propres paroles puissent être ensuite se diffuser par la rumeur, etc. Donc, finalement, une rencontre assez confidentielle qui a eu lieu dans des conditions voilà, tout à fait particulières. Ça n'a pas été, vous voyez, la grande réception. Voilà. Mais en revanche, une fois que Condé a été pardonné, voilà, il a retrouvé, c'est ce que je montre dans le livre, toute sa place dans la hiérarchie des honneurs. Il a notamment participé notamment à vous savez, à la fameuse entrée royale de Louis XIV et de sa femme, l'infante, donc dans Paris, et il le situait vraiment à proximité du roi, derrière le roi, et on le voit encore mieux sur cette image. Vous avez le roi qui est ici, et le Grand Condé est ici, juste à proximité du roi. Donc il a retrouvé sa place de prince du sang, d'accord, dans cette entrée royale. Et il y a toute une série de gravures qui le montrent, justement, avec le prince de Conti, le duc d'Enghien, son fils. Il a retrouvé une place dans les cérémoniels. Il a été aussi fait chevalier du Saint-Esprit par Louis XIV, qui a voulu relancer cet ordre chevaleresque. Donc on a un portrait célèbre donc, de Condé. Et puis il a participé donc, au fameux carrousel du Louvre, qui a eu lieu en 1662 dans le jardin des Tuileries, où c'était un spectacle assez grandiose auquel donc le thème du spectacle c'était les grandes nations du monde. Donc le roi Louis XIV, il représentait les Romains. Voilà, il était l'empereur romain. Le frère Louis XIV, il dirigeait les Perses, la deuxième nation. Condé dirigeait les Turcs. Alors n'y voyez pas, un quelconque mauvais choix, non, parce que les Turcs étaient une puissance redoutée. Et donc c'était très valorisant pour lui. Et puis il y avait aussi le duc de Guise, Lorraine Guise, qui lui dirigeait les Indiens. Voilà. Et enfin, il y avait même le roi des Américains. Donc voilà les nations au XVIIe siècle telles qu'on les conçoit. Et donc à cette époque-là, donc, il est très valorisé. Mais le livre raconte aussi, vous le verrez, le retour du prince de Condé à Paris. Et là, ça ne se passe pas tout à fait bien. Parce que il y a certains gentilshommes qui s'attendaient à ne jamais voir revenir le prince de Condé. Et que se passe-t-il quand quelqu'un revient de nombreuses années après? Eh bien, on n'est pas prêt forcément à lui faire le meilleur des accueils. Et donc, ce livre lève le voile sur ces histoires qui étaient méconnues. Comment Condé a renoué avec les magistratures parisiennes, comment il s'est disputé avec les Lorraine Guise lorsqu'il revient dans le royaume. Voilà, tous ces éléments-là sont évoqués, et plein d'autres. Donc je vois que j'ai presque fini ma prise de parole. En tout cas,
ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que cet ouvrage met l'accent sur des choses qui vous en apprendront beaucoup sur la société du XVIIe siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'histoire du prince de Condé, c'est comment fonctionnait la vie politique, les rapports entre les familles nobles au XVIIe siècle, quels étaient les rapports de force et comment s'exprimaient ces rapports de force. Et puis, d'un point de vue purement factuel même, vous apprend plein de choses qui n'étaient pas connues dans les ouvrages d'histoire parce qu'il fallait, pour les raconter, lire toutes ces sources et en tirer les informations que ce livre relate. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très très brillant, très très intéressant, et de cette époque qui nous a replongé dans l'époque du XVIIe siècle. Merci beaucoup. Et donc je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Oui. Pourquoi Mazarin a-t-il fait venir Condé à Aix-en-Provence? Pourquoi ce voyage? Ah, c'est bon. Alors parce que en fait la cour était itinérante. Louis XIV devait se rendre, après le traité des Pyrénées, devait se rendre sur la frontière espagnole pour venir chercher son épouse et valider la négociation qui avait été faite, donc le fameux traité des Pyrénées. Et donc, c'est sur cette route qu'on avait décidé Condé avait décidé de voir Mazarin. Mais vous avez raison, en fait, les choses ne sont pas passées facilement. En fait, pendant tout son voyage, Condé envoie des lettres pour savoir où se trouve la cour. Donc alors on pourrait dire c'est le hasard qu'il se soit vu à Aix-en-Provence, mais en fait c'est pas tant le hasard que ça. Pourquoi? Parce que, vous savez peut-être, la Provence, pendant la Fronde, et même au-delà de la Fronde, même jusqu'en 1658-1659, s'est révoltée contre Mazarin. Marseille, par exemple, est une ville qui est entrée a vraiment contesté Mazarin, et même en 1658, à Aix-en-Provence, il y a eu toute une affaire que je raconte dans le livre, qui est l'affaire de la Saint-Valentin. Il y a une bagarre entre jeunes gens autour d'Aix-en-Provence qui dégénère par le système clientélaire. Le principal client de Mazarin est séquestré à Aix-en-Provence par la foule. Et donc Mazarin fait payer lourdement à Aix-en-Provence cette affaire-là. Donc de cette manière, retrouver Condé dans Aix-en-Provence, symboliquement, ce n'était pas inintéressant parce que c'était une ville qui s'était mal comportée aux yeux de l'autorité royale. Et donc ça pouvait constituer un cadre tout à fait suffisant. Et en même temps, c'était le prince du sang, donc il ne fallait pas le recevoir non plus dans la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait que ça soit une ville où il y ait de quoi l'accueillir. Donc à Aix-en-Provence, il y avait le palais de l'évêché, il y avait beaucoup de grands magistrats qui avaient des hôtels particuliers dans Aix-en-Provence. Et donc quand la cour est arrivée, on a fait quelques travaux, on a réuni les hôtels particuliers par des passerelles, et les gens disaient que c'était le Louvre. Voilà, c'est devenu le Louvre. Et donc, Aix-en-Provence était à la fois une ville qui s'est révoltée contre l'autorité royale, et en même temps une ville suffisamment prestigieuse pour pouvoir recevoir politiquement Condé. Et en même temps, c'était le hasard aussi parce que Condé ne savait pas à l'origine où il devait se rendre. Si ce n'est qu'il devait aller dans le sud du royaume, puisque à ce moment-là, Louis XIV et sa cour étaient dans le sud du royaume. Pendant son exil, il a résidé où? Alors, il a résidé, je vais vous montrer ça, dans le palais du Coudenberg. Alors. Dans un pauvre palais, constaté. Il a résidé dans le palais du gouverneur général des Pays-Bas espagnols, qui était un palais plutôt magnifique parce que le gouverneur Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas espagnols, est connu par les historiens pour être un grand collectionneur d'art. Et un homme de goût qui avait fait faire des travaux très importants dans ce château, et Condé a été reçu évidemment par le rang qu'il avait, comme il était l'égal du gouverneur général des Pays-Bas espagnols, dans les meilleures conditions. Alors quand on parle de l'exil du prince de Condé, il faut savoir que
évidemment, il avait besoin d'argent. Et donc, ayant perdu tous les soutiens financiers de la monarchie française, puisque forcément, quand il était passé au service de l'Espagne, il n'avait plus aucun revenu lié à son statut, il fallait que ce soit Philippe IV d'Espagne qui, finalement, le fasse vivre. Alors, ça a été très compliqué parce que les Espagnols n'ont pas toujours payé Condé régulièrement. Et donc, on a de très nombreuses lettres où Condé se présente comme un pauvre, n'a plus un sou, il n'a même plus de quoi payer ses domestiques. Voilà, il réclame de l'argent sans arrêt parce que les Espagnols ne lui en donnent pas assez, il n'y a pas suffisamment d'argent pour avoir un rang, vous voyez, imaginez-vous, du niveau du gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Donc il y a cette affaire-là. Et puis, aux Pays-Bas espagnols, tout à l'heure je vous disais que le gouverneur général des Pays-Bas avait très mal pris finalement que Condé obtienne le même statut que lui, il va se venger. Alors comment il va se venger? Eh bien, tout simplement en traitant mieux les visiteurs français qui venaient aux Pays-Bas espagnols que Condé lui-même. Vous voyez un petit peu, Philippe IV d'Espagne ne l'obligeait pas à le faire. Donc Condé est fou de rage quand il apprend que des gentilshommes de la famille de Lorraine sont reçus de façon beaucoup plus magnifique que lui-même. Voilà, donc c'est comme ça qu'il se venge. Et puis il y a une deuxième petite vengeance du gouverneur général des Pays-Bas, c'est à propos de l'affaire de Christine de Suède, parce que Christine de Suède, c'est la fille de Gustave Adolphe, le grand combattant, grand homme de guerre qui a combattu pendant la guerre de 30 ans. Et elle a quitté son royaume au moment de l'exil du Grand Condé, et elle est en visite aux Pays-Bas espagnols. Et Condé veut absolument la rencontrer, il la considère comme une amie, parce que pendant la Fronde, elle lui avait, lorsqu'il était emprisonné, envoyé des lettres de soutien, etc. Et puis elle était la fille d'un grand homme de guerre, donc elle avait un intérêt pour lui. Et en fait, Christine de Suède va refuser de rencontrer le prince de Condé en lui accordant les mêmes statuts que le gouverneur général des Pays-Bas. Et Condé, on va en faire une vraie maladie, c'est-à-dire voilà, comment cette femme, que je croyais être mon amie, n'est pas prête à me recevoir tel que je le mérite, moi, en tant que prince du sang. Donc voilà, même aux Pays-Bas espagnols, il y a encore toutes ces questions liées à la manière dont on est reçu, le fait d'être... Par exemple, il est question avec Christine de Suède simplement que si Condé vient la voir, qu'on le fasse asseoir. Vous voyez? Ou s'il reste debout. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc Condé refuse finalement d'être reçu dans ces considérations-là, dans cette façon-là. Et qu'est-ce qu'il va faire pour rencontrer Christine de Suède? Il va la rencontrer par hasard au théâtre. Vous voyez, comme on ne peut pas organiser une visite protocolaire, ben, on utilise le hasard pour faire croire « Ah bon, vous êtes là », etc. Pour éviter qu'il y ait ces dimensions protocolaires. Voilà, donc c'est ça la vie d'un prince du sang. Vous voyez, c'est pas une vie... On s'imagine que la vie dans les palais, elle était agréable, tranquille. Pas du tout. C'est le lieu de la médisance, de la rivalité en termes de rang, et tous les coups sont permis pour toujours, évidemment, abaisser la considération sociale de l'autre. Voilà, ça c'est important. Oui, monsieur? Condé s'est trouvé plusieurs fois devant Turenne lors de ses batailles. Oui. Mais je crois me souvenir que Turenne, lui aussi, a fait défection, a quitté le pouvoir royal pendant un temps. Oui. Et comment ça s'est passé entre eux alors? Très mal. Très très mal. Alors d'abord, effectivement, vous avez raison, monsieur, Turenne était, pendant toute la prison de monsieur le Prince, était frondeur. Et puis, peu de temps après la libération du prince de Condé, il s'est mis au service de Mazarin. Déjà, ça commence mal pour lui, vous voyez. Alors, ça se passe très mal, et ça va peut-être vous faire sourire, mais donc Turenne était un chef de guerre redoutable, hein, tout comme le prince de Condé, et la première confrontation militaire, elle est justement dans cette fameuse campagne d'hiver que je vous ai montrée. Donc Condé prend les villes les unes après les autres, et au départ, Turenne suit de loin Condé, parce que Condé a une armée plus importante que lui. Ça peut être étonnant. Comment le prince de Condé peut avoir une armée plus importante que Turenne, pour une raison très, très intéressante,
c'est que Mazarin n'arrive pas à obtenir des gouverneurs des citadelles du nord de la France qui les envoient des troupes. Parce qu'un gouverneur des citadelles, c'est un gentilhomme qui a un prestige avec ses troupes, mais s'il envoie ses troupes, il peut les perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a du mal à obtenir ses renforts, et ce que va utiliser Turenne, c'est le fait que Condé, chaque fois qu'il prend une ville, il est obligé de mettre dedans des hommes. Et donc au fur et à mesure de son itinéraire, il a une armée de moins en moins importante. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que quand il va être en position de l'affronter, à ce moment-là, il va poursuivre Condé jusqu'à la frontière, et ensuite il va se retourner pour prendre les villes qui sont simplement défendues par quelques Condéens. Voilà. Alors il y a un grand moment qui est raconté dans le livre, c'est le moment de la rencontre entre le prince de Condé et Turenne après le traité des Pyrénées. Parce que Condé revient à Paris, et Turenne est obligé d'aller saluer Condé. Parce qu'il a, dans les faits, Condé a un statut supérieur à lui-même. Et donc c'est raconté, hein, alors ça se passe plutôt bien, voilà, et puis ça se passe plutôt bien entre eux, parce que bon, Condé a été pardonné, et Condé ne peut pas non plus en vouloir à Turenne, mais sachez que quand il a combattu aux côtés des Espagnols, un jour Turenne s'est vanté que Condé avait dû rebrousser chemin, repasser la rivière devant ses troupes, ce qui était faux pour le prince de Condé. Et Condé a écrit lettre sur lettre pour dénoncer le fait que Turenne disait des choses fausses sur lui, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que même pendant la guerre, ces gens font attention à leur réputation. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, cette affaire de Turenne, et Turenne, bon, la question pour lui, c'est comment il allait être célébré comme chef de guerre alors qu'il avait combattu pour l'autorité royale à la fin de la Fronde et contre les Espagnols, si Condé venait à la rencontre au sommet qui avait lieu sur l'île de la Bidassoa. Parce que normalement, cette rencontre devait opposer ce qu'il y avait de meilleur dans chaque cour. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une fameuse représentation où on voit Philippe IV d'Espagne et ses courtisans, et puis vous avez de côté Louis XIV et ses courtisans. Est-ce que Condé pouvait avoir une place dans cette rencontre? Condé a choisi de ne pas y aller, pour plusieurs raisons. Il fallait de l'argent pour avoir un beau train, des beaux habits, etc. Et il sortait de l'affaire des Espagnols sans beaucoup d'argent, hein. L'un de ces hommes raconte même qu'il a dû être obligé de payer son propre barque pour descendre le Rhône, oui, pour vous dire. Et ensuite, quelle place il aurait eu dans cette rencontre? Parce qu'il ne pouvait pas être devant Turenne, donc il a préféré ne pas être là. Donc c'est pour ça que le prince de Condé n'est pas représenté sur cette image, parce qu'il n'a jamais été à... parce que quel statut il allait avoir? Il était français ou espagnol, oui. Voilà. Il y a des choses très étonnantes, parce que sur la mentalité du XVIIe siècle, lorsque Condé passe de plusieurs années du côté des Pays-Bas espagnols, lorsqu'il revient en France, on se demande s'il n'a pas changé. Alors nous, on pourrait penser qu'il n'a pas changé de caractère, vous voyez. Non. Si le climat et la fréquentation des Espagnols ne lui a pas finalement transformé en Espagnol. Vous voyez, on se pose cette question. Et on trouve que le fils du prince de Condé, le duc d'Enghien, qui a fait passer toute son adolescence aux Pays-Bas espagnols, on trouve que lui, il a des aspects espagnols, on lui trouve des aspects espagnols. Donc voilà, mais il y a des choses assez incroyables. Il faut savoir que Condé, en Espagne, avait toute une série de serviteurs qui étaient à Madrid. Ces gens étaient entretenus par Philippe IV d'Espagne. Et on a le récit d'un professeur qui se rend à Madrid, et comme il est français, il va rencontrer la communauté française, et notamment donc les Condéens. Et lorsqu'il raconte les négociateurs de Condé qui sont présents à Madrid, ce qui est très amusant, c'est qu'il les trouve malades. C'est-à-dire qu'il trouve qu'en exil, ils sont malades. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas dans leur terre. Voilà, ils sont à l'étranger. Et le climat de l'étranger ne convient pas à un bon français. Vous voyez, c'est ce type de résonance. Donc c'est pas inintéressant de comprendre cette logique au XVIIe siècle. Oui? Vous venez de parler de Turenne et de Condé. Je voudrais juste te rappeler pour l'auditoire qu'ils étaient tous les deux arrière-petits-fils d'Anne de Montmorency. Ce qui nous situe bien dans Chantilly avec une très grande lignée.
Mais sinon, je voudrais intervenir sur deux choses, la formation militaire de Condé et le mot honneur que vous utilisez. Et à mon avis, il me semble que c'est malheureusement tout simplement de l'orgueil. Alors, sur la formation militaire, Condé a été extrêmement bien formé. D'abord, tout petit, il est chez les jésuites dès l'âge de 5 ans, ce qui était rarissime dans une famille princière de l'époque. Il fait de très brillantes études. Et sur le plan militaire, Richelieu y veille tout particulièrement. Il suit la formation de l'Académie royale à Paris. Et surtout ensuite, il est envoyé comme observateur dans l'armée de Picardie avec le maréchal de l'Hôpital. Et il profite de ces 2 ans pour observer, écouter, se mêler aux soldats, passer des nuits avec eux, parler avec eux, etc. Et il en retirera une formation à la fois tactique, stratégique, et puis sur le commandement des hommes qui est tout à fait exceptionnel. Et c'est ce qui fait que Richelieu, en 1642, sur son lit de mort, recommande à Louis XIII de nommer le Grand Condé comme général en chef pour les batailles qui s'avancent. Alors, c'est le premier point. Alors, est-ce que je peux intervenir là-dessus? Alors, tout ce que vous m'avez dit, je le connais, c'est raconté dans le livre, mais je soutiens que, même en tant qu'observateur, comment dire, comme vous le dites, on sait l'essentiel de ce qu'il a fait par les mémoires de Pierre Lenné. Donc, Pierre Lenné raconte que même Condé aurait gardé un grand sang-froid, alors qu'un cheval avait été déchiqueté à sa portée et il avait couvert de sang, alors qu'il était justement observateur dans l'armée du Nord. Mais ça n'explique pas pourquoi, à Rocroi, il a été capable de mettre en place une tactique que les autres n'avaient jamais mis en place auparavant, fondée sur, comment dire, la rapidité donc de ses troupes, le mouvement de ses troupes. Ça n'en explique pas. Et deuxième chose, ce qui qualifie comment dire, la façon, la manière de faire la guerre de Condé, c'est cette capacité justement de surprendre et d'utiliser au mieux ce qu'on appelle le déplacement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les sources sont très ténues. Ce que vous avez raconté, c'est ce qui est connu, mais ces sources, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'informations. Fréquenter une académie militaire, assister aux troupes, c'est ce qu'a fait Louis XIV. Louis XIV, il a été assisté aux troupes, il n'a jamais été un stratège, vous voyez ce que je veux dire, il n'a jamais dirigé ses armées directement. Et c'est pas parce que vous avez cette formation que vous avez cette capacité d'inventer une stratégie différente. Moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres sources pour expliquer un petit peu ce savoir-faire de Condé. Peut-être a-t-il été au courant, par exemple, d'une évolution qui avait été celle des Nassau. Les Nassau ont publié ont par exemple éduqué Gustave Adolphe dans la manière de faire la guerre. Et moi, je pense qu'il y a peut-être des sources de cette technique militaire du côté justement des Provinces-Unies. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à explorer, mais on n'a pas plus d'informations que ça sur le fait qu'il soit nommé à la tête de l'armée du Nord, donc en 1642. C'est aussi lié au principe qu'on pense que par le rang qu'il a en tant que gentilhomme, il hérite des qualités de ses ancêtres. Et donc quand on est un prince du sang, on a forcément cumulé les qualités par héritage, presque dans le sang en quelque sorte, les qualités de ses prédécesseurs. Or, au XVIe siècle, vous avez Louis de Bourbon, Henri de Bourbon-Condé, qui ont été des grands chefs de guerre qui ont défendu les protestants. Donc on a cette vision finalement d'un rang hérité. Vous voyez, le statut, le sang que l'on a, le statut familial que l'on a, donne par héritage, en quelque sorte, une place importante dans l'armée royale. Mais moi, je pense c'est ténu pour expliquer cette capacité de Condé à justement, dans l'affaire de Rocroi, et plus tard, c'est la guerre d'Allemagne, c'est la campagne d'Allemagne, il ne combat pas, c'est pas un prince de guerre qui fait comme les gentilshommes faisaient dans les révoltes nobiliaires auparavant. C'est quelqu'un qui brûle, qui pille. Turenne raconte même, lorsqu'il affronte à la bataille de Blénaud, il dit ceci, lorsqu'il voit le camp du maréchal d'Auquincourt qui a été complètement ravagé par Condé, il dit, voilà, monsieur le prince est arrivé. Voilà, c'est comme si finalement il y a une signature de Condé dans la brutalité
de la bataille, et ça il ne l'a, à mon avis, c'est ce qui reste encore à découvrir. Bon, on ne va pas épiloguer beaucoup plus longtemps. Il renoue en tout cas avec une grande tradition militaire française de l'aristocratie à cheval, qui était tombée complètement en désuétude. Et c'est ce qui va lui valoir d'ailleurs l'immense admiration de tous ces jeunes aristocrates. Vous avez cité Villars tout à l'heure, à juste titre, parce que face à l'infanterie, aux tertios de la bataille de Rocroi, ses lanciers, etc. Donc il renoue avec l'action de la cavalerie, avec des mouvements extrêmement rapides d'enveloppement. C'est l'aigle Condé, avec un charisme personnel tout à fait exceptionnel, avec une capacité de susciter l'enthousiasme chez ses subordonnés qu'on retrouve chez tous les grands chefs militaires de l'histoire. Ça, il n'y a aucun doute. Mais je maintiens que sa formation y a été pour énormément. Le deuxième point, c'est le plus important, c'est l'honneur ou l'orgueil. Pour moi, Condé était dévoré d'orgueil, véritablement dévoré d'orgueil. Et il l'a montré pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il se soumette à Louis XIV. Là, il est devenu faillot. Hein. Mais jusqu'à là, il était dévoré d'orgueil, avec tout un tas de raisons. Il l'a montré vis-à-vis de son épouse, la pauvre Claire Clémence de Maillé, avec laquelle il s'est véritablement très très mal conduit. Mais surtout, et ça vous l'avez très bien conduit, vous l'avez très bien expliqué, il ne supporte pas l'autorité de Mazarin, ce gredin de Sicile qui lui parle à lui, premier prince du sang. Il n'était plus premier prince du sang, il était prince du sang, mais avec un accent épouvantable. Hein. Et ça, il ne le supporte pas. Et du coup, et vous l'avez très bien dit, il humilie lui-même Mazarin avec ces jeunes aristos qui le traitent mal. Il le met en prison de façon injuste, c'est vrai. Bon, mais tout ça, c'est de l'orgueil. Et puis, c'est la vieille histoire de la lutte des grands féodaux contre l'État français. Cette lutte, elle dure toujours, hein, aujourd'hui. Là, c'est cette lutte-là. Mais c'est la lutte entre un brillant, très très brillant chef militaire qui remporte des succès formidables et face à un Premier ministre d'origine italienne dont il ne supporte pas l'autorité. Voilà. Et en définitive, c'est cet orgueil, c'est un traître. Je suis désolé de le dire à Chantilly, mais c'est pourtant vrai. Il combat son roi et son pays et les soldats dont il était les frères d'armes juste avant. Alors, il n'y a pas... On peut épiloguer, etc. Je termine juste par le pardon, parce que Louis XIV, une fois qu'il a pris le pouvoir, là, du coup, Grand Condé, il sait où se trouve l'autorité, hein, il n'y a pas de problème. C'est plus Mazarin et le gredin de Sicile. Voilà. Mais le vrai pardon de Louis XIV au Grand Condé, c'est ici à Chantilly, en 1671, quand il vient avec toute la cour pour accorder son pardon et lui redonner véritablement le commandement, etc. Mais non, monsieur, merci. C'est une question de... Là, lorsque vous dites que l'action de Condé est une action orgueilleuse, vous ne faites que rentrer dans une logique moraliste de son action. En fait, moi, j'ai parcouru les sources... Non, mais vous, c'est votre jugement de valeur. Mais à aucun moment, dans les sources que j'ai lues, à aucun moment, il est question d'orgueil. Aucun moment. Alors, parce que, comment dire, c'est en cela que notre mentalité diverge. C'est considéré comme une action pour son honneur, parce qu'à ce moment-là, on peut traiter tout le monde d'orgueilleux. Et l'orgueil, c'est une notion, justement, dans une logique chrétienne, qui est infamante. C'est un péché capital, en quelque sorte. Sur la question de la traîtrise, à aucun moment, Mazarin, sauf peut-être lorsqu'il négocie avec les Espagnols en 1656, ne considère Condé comme un traître. Pourquoi ? Parce que politiquement, il n'est pas possible de le considérer comme un traître, parce qu'on espère toujours en politique d'obtenir le retour de quelqu'un, et donc on ne franchit jamais la ligne de qualifier quelqu'un comme traître ou utiliser ce type de parole. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, dans ce livre, et je vous incite à le lire, je m'oppose à la vision héroïque et morale que l'on a donnée au prince de Condé. Si on veut vraiment comprendre comment ces gens agissaient, il faut comprendre leur logique politique et leur logique personnelle, et ça ne passe absolument pas par ces considérations-là. Jamais j'ai rencontré ces termes d'orgueil, jamais j'ai rencontré ces termes de traîtrise. Donc, vous que vous pensiez
Que c'est le cas, bah, c'est votre droit, hein, je ne vous l'empêche pas, mais moi en tant qu'historien, moi j'ai pas d'avis sur Condé, j'ai l'avis des sources, et je suis obligé de vous le présenter tel qu'il est dans les sources. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout c'est le regard qui nous sépare, peut-être, sur cette affaire, et quant au fameux pardon du prince de Condé, je suis désolé de le dire, mais le principe du pardon, c'est qu'une fois qu'il a été donné, on n'a pas besoin de le répéter. Et donc il a été donné véritablement en 1660, en février 1660, et le prince de Condé d'ailleurs s'est vu doté de l'armée pour conquérir la Franche-Comté espagnole en 1667, avant la rencontre de Chantilly. Alors la rencontre de Chantilly, c'est une réception qu'il organise pour recevoir le roi, à haut risque. Hein, il faut rappeler que, Fouquet a fini en prison, hein, à la suite de la réception de Louis XIV, à haut risque. Il le fait, il l'invite avec l'argent espagnol. C'est-à-dire, c'est le moment, il a fallu 10 ans, prince de Condé, pour que les engagements des Espagnols dans le traité des Pyrénées lui soient apportés. Donc c'est pas du tout, ça c'est un mythe, hein, c'est pas du tout une rencontre ça fait bien longtemps que Condé est pardonné, et la preuve c'est qu'il devient chevalier du Saint-Esprit, il a tous les honneurs à l'entrée, s'il n'avait pas été pardonné, il n'aurait jamais eu ce genre d'honneur. Donc ça, je suis désolé de le dire pour les quotidiens, c'est malheureusement pas, là, en tant qu'historien, je ne peux pas souscrire à cette idée que cette fête ait contribué au pardon du prince de Condé, il était pardonné depuis longtemps. Deuxième chose que je voulais vous dire, outre donc merci à nouveau à notre conférencier, c'est notre programme pour l'année 2024. Donc pour l'année 2024, notre association, le Valois Monarchique, a prévu les manifestations et les événements suivants. Donc déjà, la première chose, ça sera une messe pour la mémoire de Louis XVI, le 21 janvier, comme chaque année, à Bellois. Ensuite, le mercredi 7 février, puisqu'en général, on fait nos conférences le mercredi. Donc le mercredi 7 février, dans cette même salle, nous faisons venir Emmanuel Véron, qui est un enseignant-chercheur à l'Institut français de recherche sur l'Asie, et qui enseigne à l'école navale, et qui viendra nous parler de la Chine. La Chine, donc une puissance résistive. Donc c'est dans le cycle de nos conférences géopolitiques qui doivent accompagner en fait les grands changements qu'on est en train de vivre en ce moment entre le Sud global, l'Occident, la Chine, la Russie, etc. Donc lui, c'est un spécialiste de la Chine, qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure à la télévision dans un grand journal de télévision. Ensuite, le mercredi 3 avril, on recevra Antoine de Lacoste-Larreymondi, qui lui aussi est géopolitologue, et qui va nous parler de l'Arabie Saoudite au cœur d'un basculement géopolitique, puisque là aussi il y a des bouleversements assez importants qui sont en train de s'opérer. Le mercredi 15 mai, nous faisons venir Véronique Bourguignon, qui va nous faire une conférence dédicace contre la détestation de l'homme par l'homme. Ensuite, mercredi 19 juin, je passerai une projection du dernier film de Cheyenne Marie Caron, donc qui s'appellera Que ma joie demeure, qu'elle est en train de finaliser en ce moment. Elle est en train de finir le montage et qui traitera de l'assassinat du père Hamel. Et enfin, j'ai noté pour le mois de septembre, ça sera le samedi 22 septembre, nous avons la chance d'avoir Alexis de Carmel, qui est l'administrateur général du domaine de Chaalis, qui nous fera faire une visite guidée du domaine.